Les Pyrénées basques s'étirent sur 120 km, depuis le mont Jaizkibel, situé entre les ports de pêche de Passares et Hondarribia en Guipúzcoa, et le massif de la Table des Trois Rois, ou Irún-Ereguegaina, sommet le plus élevé du Pays basque, au-dessus de la vallée de Belagua, près d'Issaba en Navarre. Cela représente en longueur un peu plus du quart de la chaîne des Pyrénées. En largeur, elles vont de l'Ursúia, entre Cambo-les-Bains et Hasparren, jusqu'à l'embalse de Yessa en Navarre, soit une distance d'environ 90 km. Entre les premières hauteurs au-dessus de Hondarribia et Hendaye jusqu'au Mont d'Arin, les montagnes côtières sont d'altitude modeste. Elles ont malgré tout fière allure, comme les Peñas de Aya et la Rune. Les premiers sommets occidentaux de la chaîne pyrénéenne se dressent au-dessus de l'embouchure de la Bidasoa en Guipúzcoa. Ce sont de petites montagnes qui n'appartiennent pas à une crête uniforme, mais qui sont au contraire bien individualisées et séparées les unes des autres par de larges seuils de faible altitude, leur conférant une certaine envergure. Au point zéro du cartographe, à l'ouest du Jaizkibel, Passares est un des plus grands ports du Pays basque sud. Les deux populations historiques qui forment la commune de Passares sont les villages de Pachai San Pedro et Pachai d'Onibane. Nés sur les rives opposées à l'entrée du port de Passares, au pied des monts Ulia et Jaizkibel. Ils étaient à l'origine de simples villages de pêcheurs et de pilotes marins. Leurs noms sont dus aux invocations de leurs églises paroissiales respectives. Actuellement appelé Oyarzun, l'estuaire de Passares était connu à l'origine comme port ou Ria de Yarso, ancien nom de la vallée et de la rivière. Le nom de Passares apparaît à la fin du XVe siècle pour se référer à la Ria. Une fait référence au fait que le nom provient d'un impôt appelé passage qui devait être payé là, tandis qu'une autre dit que le nom de Passares se réfère à l'étroite embouchure du port. Dans les deux cas, le nom était à l'origine singulier, le passage. Sur près de 10 km, entre l'embouchure de la Ria de Pasaia et Hondarribia, le massif du Jaizkibel, 543 mètres, déploie une muraille de marne et de grès de couleur ocre. De tout temps, ce massif eut un intérêt stratégique. Refuge ou point d'observation face à la multitude de conquérants franchissant la vallée de la Bidasoa.
Sur les hauteurs fouettées par les embruns du golfe de Biscaye, les ruines de plusieurs tours de guet délimitent encore une ancienne ligne de défense longeant les crêtes. Sur les hauteurs de Hondarribia, non loin de la chapelle Notre-Dame de Guadalupe, une forteresse désaffectée, bâtie à la fin du XIXe, confirme le rôle stratégique du site. Côté océan, pentes vertigineuses et reliefs escarpés se succèdent, coiffés de pâturages et d'une riche végétation. De nombreux sentiers permettent de découvrir, entre le cap du Figuier et la Punta Biosnar, plusieurs criques sauvages protégées du déferlement des vagues. Entre Raizkibel et Bidasoa, Hondarribia, qui veut dire en basque « gué de sable », possède un centre ancien déclaré monument historique. Il correspond au périmètre de l'enceinte fortifiée de la ville. Aujourd'hui, il subsiste encore une partie importante des murailles et des remparts, comme les deux portes d'accès à la place forte. À l'intérieur de la vieille ville, les rues pavées forment un plan rectangulaire dans lequel se trouvent de beaux édifices, avec balcons en fer forgé. Sur les hauteurs de la vieille ville se trouve le château de Charles-Quint, à proximité de la Plaza de Armas et de l'église Santa Maria de la Asunción. Au nord de Hondarribia et d'Irún se dresse la montagne la plus originale et la plus spectaculaire de toute la côte, les Peñas de Aya. Ces trois pointes granitiques sorties des couches de sédiments marins il y a 250 millions d'années lui donnent une silhouette caractéristique de forteresse altière. La plus au nord est appelée Irumugarrieta, 810 mètres, point de rencontre des trois communes d'Oyarzún, Irún et Lechaca. La pointe centrale, Churumuru, 826 mètres, est la plus escarpée, présentant au sud une paroi verticale barrée d'impressionnants surplombs qui attire les grimpeurs de la région. La plus au sud, appelée Heroilbide, 837 mètres, est le point culminant du massif. Son apparence d'une couronne de rochers lui a donné en France le nom de montagne couronnée ou les trois couronnes. En basque, le massif est appelé Ayako Haria. En avril 1995, le massif des Peñas de Aya est devenu un parc naturel protégé avec une superficie de 6193 hectares couverte de pâturages, de hêtraies et de résineux. Mais pendant des siècles, le site était exploité pour son minerai.
Les Romains les premiers exploitèrent un gisement de galène argentifère, de fer et de blinde. Il ne reste de l'époque romaine proprement dite qu'une dizaine de galeries exploitées jusqu'au début du XIXe siècle. Avec sa cascade haute de 100 mètres qui tombe à grand fracas dans la vallée face à la baie de Chingudy, la gorge d'Irusta comportait un grand nombre d'excavations minières ainsi que des vestiges de toute l'infrastructure nécessaire à l'extraction. Le site comptera jusqu'à 6 fours industriels qui traitaient le minerai carboné, alimentant des usines en France et en Angleterre. De ce passé minier, il ne reste plus que des ruines, comme les tunnels sur le tracé des anciennes voies ferrées ou le Castillo del Inglés, le château de l'Anglais, lequel en réalité n'a été ni château ni habité par un Anglais, mais une auberge qui servait à héberger les mineurs. De l'autre côté de la Bidasoa, face à Hondarribia, Hendaye fait partie de la province la plus occidentale du Pays Basque Nord, le Labour. Hendaye, tournée vers l'océan, est la figure de proue des Pyrénées. C'est ici, en effet, au bord de la baie, près du casino, que partent pour traverser la chaîne d'ouest en est, le GR10 et la haute route pyrénéenne. C'est aussi à Hendaye, à la Pointe Sainte-Anne, dans le domaine du château d'Abadia, que les Pyrénées viennent mourir doucement dans l'océan. Le Choldoko-Gaïna, 486 mètres, est la première hauteur du Labour en venant de l'océan. Son sommet arrondi, couvert de tuyas, d'ajoncs et de fougères, domine Hendaye, Urugne et Biriatou, villages pittoresques. Ces pâturages de faible altitude, sillonnés de multiples pistes pastorales, avec de nombreux cols permettant le passage, ont été de tout temps fréquentés par les bergers et leurs troupeaux, comme en attestent les nombreux vestiges proto-historiques. Le dolmen du col d'Ocine se remarque bien, à droite du sentier qui descend du Choldoko-Gaïna. Ce rite d'inhumation est apparu au Pays Basque dès la fin du Néolithique et s'est poursuivi jusqu'à l'âge du bronze. Ce monument sépulcral de montagne, plus petit que ce qu'on trouve généralement en plaine, est orienté vers le soleil levant, symbole de renouveau, triomphe de la lumière sur les ténèbres. Il pouvait contenir un ou plusieurs cadavres de bergers morts en montagne. Jacques Blot, spécialiste de la proto-histoire en Pays Basque, a constaté durant ses prospections en montagne que les dolmens étaient toujours implantés à proximité d'une ou plusieurs pistes pastorales jouissant d'une vue dégagée et d'un superbe panorama en direction de l'est. La tradition populaire basque évoque souvent les mégalithes pour faire référence au temps des origines. De vieux récits racontent comment le peuple mythique des Gentils, les hommes forts de la mythologie basque, disparut à l'arrivée du christianisme en s'enterrant sous un dolmen.
La tradition dit aussi que les dolmens sont les maisons des Maïrou, Maïrietche. Au col du Pitiaré, ou des Poiriers, qui domine le lac du Chollocogaina, se trouve une nécropole avec plusieurs tumulus et tumulus cromlech. Durant la protohistoire et jusqu'à la conquête romaine, le rite d'incinération va progressivement remplacer celui d'inhumation dans les dolmens. L'origine du cercle de pierre, ou cromlech, ou barats en basque, est assez obscure, mais elle semble dériver de l'architecture des dolmens. Il semblerait qu'au fil du temps, les bergers se soient détachés de l'aspect matériel des cadavres et que l'idée d'une existence spirituelle ait pris naissance. Avec l'incinération, tout devient symbole. Le feu libérant l'esprit, la fumée permettant le retour au monde de l'au-delà, le cercle de pierre sacré et protecteur. Ce rite se pratiquait dans des monuments revêtant 3 aspects. Le cromlech simple, le tumulus simple, comme ici, au col de Pitiaré, le tumulus cromlech, entouré de cercles de pierre. Au cours des fouilles effectuées par Jacques Blot et son équipe, il a été constaté que le caisson central, ou ciste, ne renferme les cendres que d'un seul défunt, à l'inverse des dolmens, et que l'architecture des cromlech avait été très soigneusement élaborée. Dans la tradition orale basque, il en est des cromlech comme des dolmens, et les mêmes personnages légendaires se retrouvent à leur origine. Le terme de barats doit être interprété ici plus dans le sens de sépulture que de petit jardin. Sur les flancs du Choldocogaina, il n'est pas rare de croiser des bétissous, des vaches sauvages facilement reconnaissables avec leurs robes de couleur rougeâtre et leurs cornes relevées. Le mot bétissou vient du basque beïsoua, qui signifie littéralement la vache insaisissable. Les bétissouaks sont pour les anciens vascons des animaux mythiques, connus sous les noms de Sessengori et Behigori, qui étaient les gardiens des trésors des grottes où vit la déesse Marie. Le bétissou vit aujourd'hui en petits troupeaux à l'état sauvage ou semi-sauvage, en Iparaldé et en Égoaldé. La population totale est estimée à seulement 300 bêtes. Tout comme le bétissou, le potioc est une race primitive locale de petits chevaux qui vit librement en horde d'une vingtaine de juments accompagnés de leur bel étalon. Au nord du massif dominant Urugne et les plages de la côte basque, le calvaire au sommet du Calbarioa, 275 mètres, existe depuis le XVIIIe siècle. Avant la Révolution s'élevait une chapelle et le logis d'un ermite. On peut encore en apercevoir les soubassements. En remontant le vallon d'Arola, le lac du Choldocogaina, ou d'Ibardine, au pied du col des Poiriers et du Mandalay, est une immense réserve d'eau potable qui alimente les communes environnantes. Sur la crête dominant la vallée de la Bidassoa, le sommet du Mandalay semble veiller sur la route du col d'Ibardine, tracée à la fin du XIXe siècle pour remplacer l'ancienne voie dite romaine de la vallée d'Insola. Les premières bentas s'installèrent peu après. Avant la Révolution, les Basques bénéficiaient de privilèges leur permettant de commercer des deux côtés des Pyrénées en payant une taxe minime. Par le décret royal du 29 octobre 1841, ce privilège fut aboli. Le roi Louis-Philippe fit installer les postes de douane, ce qui entraîna une différence de prix entre les deux pays et qui favorisa l'essor de la contrebande.
Des concessions furent obtenues par des commerçants sur les terrains communaux qui bordent la frontière afin d'y créer un commerce et vendre à une clientèle française des produits aux prix espagnols. On y servait également à manger et à boire. Ces premières bentas ont été aménagées dans des fermes ou des bergeries et servaient aussi de relais de contrebande. Entre l'Érinsou et la montagne de Ciboure, la vallée d'Insola présente les vestiges d'un aménagement routier pavé encore visible. La tradition orale qualifie ce chemin de voie romaine ou de chemin de Napoléon. D'après les études faites par Yakesh Casaubon, il pourrait s'agir d'une route, ou plutôt d'une ferrerías grande, qui reliait les forges d'Olette et d'Insola au quartier Itzea de Beira, connu comme centre métallurgique depuis le XIIIe siècle. La voie pavée de la vallée d'Insola serait d'origine médiévale, ce qui n'exclut pas un tracé d'origine romaine, voire bien antérieure. À l'est du col d'Ibardine, la crête décrit un demi-cercle en territoire navarrais en se maintenant à 400 mètres d'altitude, puis se dresse brutalement à 900 mètres au mont La Rune. Son nom basque, La Rune, viendrait de la contraction de Laré Aridun, qui veut dire la lande de pierre. Pour d'autres, la rune viendrait de l'Areona, la bonne lande. La rune, à la silhouette abrupte et familière, caractérise l'horizon du Pays basque littoral. Son ascension par les sentiers d'Asquin, de Sarre, de Beira ou d'Urugne offre toujours de magnifiques paysages d'altitude ouverts au loin sur l'océan. Son versant sud descend assez rapidement vers la Bidassoa. Au nord, versant la Bourdin, toute une série de croupes et de plateaux successifs s'inclinent progressivement vers le bassin de la Nivelle. L'originalité de ce massif est due en grande partie aux arêtes qui se détachent en étoile du plateau sommital. Toutes présentent de belles voies d'ascension qui offrent de magnifiques panoramas. L'arête de Subicia qui descend jusqu'au col du Grand Descarga, celle d'Arlepoa et l'arête rocheuse d'Urquilla, dont les gigantesques blocs de poudingue attirent l'attention depuis le bassin de Sarre. Les formes du relief, les paysages, découlent d'une longue histoire géologique. Il y a environ 200 millions d'années, la plaque ibérique commença à s'écarter du reste de l'Europe. À la limite de ces deux plaques divergentes, le craquement de la croûte continentale donna naissance à un fossé volcanique. Cela permit l'épanchement d'un magma fluide basaltique.
Ces coulées rayonnèrent sur une distance d'environ 30 km à partir d'un centre d'émission principal situé non loin du sommet. Ce sont les grès exploités à la carrière d'Asquin depuis fort longtemps et les poudingues qui donnent à la rune son profil rocheux caractéristique. Le plus ancien document, mentionnant une construction au sommet de la rune datant de 1575, est un ermitage chrétien. Il se situait au niveau du plateau de la table d'orientation. On peut d'ailleurs encore en apercevoir les soubassements. Une partie de la construction fut démolie en 1793. La récupération des pierres permit la construction d'une redoute pour défendre, lors des guerres de la Révolution, ce point stratégique de toute agression espagnole. 20 ans plus tard, elle servit aux troupes napoléoniennes pour lutter contre les armées anglaises, espagnoles et portugaises du général Wellington. Au fil des années, les pierres de la redoute et de l'ermitage disparurent. Certaines poussaient dans les ravins, d'autres pour assurer l'assise de quelques constructions et même récupérées pour consolider la croix du sommet. C'est autour de cette croix que les fidèles des villages environnants se rassemblaient pour prier le lundi de Pentecôte. Le petit train permettant l'accès rapide et sans effort au sommet, à partir de 1924, les touristes affluèrent. Prenant appui sur les pierres de la redoute, le café-restaurant Cap du Puy ouvrit ses portes. En 1928, l'hôtel Imperator, avec ses 10 chambres et sa terrasse panoramique, remplaça le café-restaurant Cap du Puy. Faute de clientèle, l'hôtel ferma ses portes définitivement en 1937. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands prirent possession du sommet de la rune et de l'hôtel, installant une batterie antiaérienne et un radar. Avant de quitter l'hôtel le 21 août 1944, ils firent sauter leurs installations et une partie de l'édifice. De 1947 à 1960, 2 pièces de l'ancien hôtel seront aménagées de façon rudimentaire en buvette. En 1960, TDF fit construire en lieu et place de l'hôtel Imperator un nouveau bâtiment plus adapté. Dès 1947 s'installa au sommet côté espagnol une première venta en planche, puis une seconde près de l'obélisque qui commémore l'ascension de l'impératrice Eugénie de Montijo. Ce n'est que dans les années 1953-1955 que seront construites des ventas en pierre. Au pied de la face nord, la tourbière des Trois Fontaines est un milieu humide aux eaux particulièrement acides. Il s'agit d'un milieu relique très sensible au piétinement. Depuis 1924, le petit train à crémaillère gravit les pentes de la Rune au départ du col de Saint-Ignace. Entièrement constitué de bois verni, charpente et pièces maîtresses en chêne, enjolivure en frêne, rajout en châtaignier, le train à crémaillère est une véritable pièce de musée dont tous les éléments sont d'époque.
Sur les 4 km de voie ferrée parcourus en 28 minutes, à la vitesse de 8 km/h, le petit train traverse des sites comme le ravin de Gallardico, la spectaculaire entaille d'Alchang, avant d'arriver aux Trois Fontaines, une ancienne pépinière aux arbres décimés par les bourrasques. Au bord de la voie ferrée, une grande plateforme cimentée est le dernier vestige d'un salon de thé des années 30. Au nord de la crête d'Alchang, la redoute en forme d'étoile, nommée par les bergers Corallandia, qui domine la baie de Saint-Jean-de-Luz, est un vestige des guerres napoléoniennes. Outre Cromlech et Dolmen, on trouve sur le massif de la Rune un autre vestige protohistorique, le monolithe. À l'est du col de Saint-Ignace, dans la direction de Sar, un monolithe, ou menhir, appelé Muga en basque, est visible en bordure d'une piste pastorale près du col de Gastenbacar. Les archéologues sont enclins à considérer que cette pierre a fait office de borne pastorale. En plus de préciser les droits des personnes, ces bornes pastorales régissaient l'utilisation commune et pacifique des pâturages et des points d'eau. Ces monolithes sont sans doute le témoignage d'accords très anciens entre pasteurs, dont certains existent encore, comme chaque 13 juillet depuis 1375, au col de la Pierre Saint-Martin, autour de la borne frontière 262, avec la commémoration de la junte de Roncal, plus ancien traité de fasserie d'Europe entre les vallées de Barrétous en Béarn et celle de Roncal en Navarre. Au pied de la Rune, Asquin est un magnifique village regroupé autour de l'église et du fronton. Pourtant, durant longtemps, le centre le plus actif de la commune a été le port en bordure de Nivelles. Des gabarres y chargeaient pierres, bois et productions agricoles. Y déchargeaient des produits alimentaires et manufacturés en provenance de Saint-Jean-de-Luz. Mais après la guerre de 14-18, Asquin connut des transformations profondes. Le développement de l'automobile et du tramway firent disparaître gabarres et chariots à bœufs. Chareta est un territoire à cheval sur la frontière regroupant 4 villages. Ainoa et Sar en Labour et Urtasubi et Sukaramurti en Navarre. En basque, Chareta signifie petit bois. Ce nom vient de l'ethnologue José Miguel de Barandiaran qui étudia la région dans les années 40. Au pied de la Rune, le village de Sar possède une place centrale remarquable, avec ses maisons à arcades et son traditionnel fronton. Autour du village, les différents quartiers s'éparpillent dans les collines environnantes. Sar est particulièrement riche en édifices religieux. On ne compte pas moins de 14 oratoires éparpillés sur toute la commune. Ces minuscules chapelles dédiées à un saint sont des lieux de prière. La tradition raconte qu'ils ont été érigés suite à des vœux formulés par des marins en péril. Mais les oratoires auraient également permis de renforcer la religion chrétienne en remplaçant d'anciens lieux de culte païens à une époque où la sorcellerie sévissait dans la région.
Depuis toujours, les villages pyrénéens, espagnols et français ont partagé les pâturages d'altitude à cheval sur la frontière. Le traité de Bayonne en 1856 se basa sur ces fasseries séculaires pour établir définitivement la frontière entre les deux États. Ceci explique son tracé particulièrement sinueux qui ne suit pas constamment la ligne de crête. Les contrats entre Sars et Etxalar étaient signés au col de Narbalats. Ceux entre Sars et Bera de Bidasoa se traitaient sur la table de pierre, Mahain Aria, située sur le bord de la route du col de Lizuniaga au pied de Libanteli. Entre les cols de Lizuniaga et Lissarieta, le cône herbeux de Libanteli, 698 mètres, se dresse au-dessus de la forêt de Sars. Malgré son altitude modeste, ses pentes régulières lui donnent fière allure. C'est aussi le meilleur belvédère des environs de la Rune. Au sud-est du bassin de Sars, la fière silhouette de l'Atxurria, ou Peña Plata en espagnol, se trouve à cheval entre Labour et Navarre. Du haut de ses 756 mètres, il domine un curieux massif calcaire au relief tourmenté, truffé de gouffres et de galeries souterraines, comme celle des grottes de Sars. Entre Saïbéry et Atxurria, le ruisseau d'Ourio s'encaisse brutalement entre deux barres calcaires, sculptant un curieux défilé dont on ne soupçonne pas l'existence. Au pied du versant sud de l'Atxurria, entre le col des Trois Bornes et le col d'Ibanieta, se trouve un vaste plateau, un aquelarre, la langue du bouc, le rendez-vous des sorcières. Le relief et la végétation caractéristique de la région contribuent à faire de ce site l'un des endroits les plus inoubliables de la montagne basque. Comme Ainhoa et Urtasubi, Zugarramurdi doit son existence au monastère San Salvador. Au XIIIe siècle, les moines achetèrent les terres sur lesquelles se dresse le village et fondèrent ainsi une seigneurie ecclésiastique. Au début du XVIIe siècle, une vague de sorcellerie envahit le Pays basque. Des sabbats se déroulaient, dit-on, dans le tunnel naturel au pied de l'Atxurria. « 11 sorcières de la commune furent jugées par l'Inquisition
et brûlée en 1610 à Logrogno. Cette sombre période marqua à jamais Zugarramurdi, connu depuis comme le village des sorcières. Urdasubi est situé au pied du col d'Otxondo, sur la route la plus directe qui relie Bayonne à Pampelune. Cette ancienne voie commerciale était utilisée dès le Moyen Âge par les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les moines qui bâtirent le monastère San Salvador au Xe et XIe siècle savaient ce qu'ils faisaient. En cet emplacement, plusieurs ruisseaux descendant des montagnes environnantes se réunissent pour former l'Ugarama qui devient la Nivelle après la frontière. Les moines mirent à profit la force de l'eau et construisirent plusieurs canaux afin d'actionner moulins et forges. Le nom basque du village, Urdasubi, provient de cette profusion de cours d'eau. Ur, eau, subi, pont. Dancharinea, qui signifie en basque la demeure du danseur, est un quartier d'Urdasubi très fréquenté pour ses nombreuses bentas. Situé au pied du mont Erebi, ou Atxulai, Ainhoa fait partie des plus beaux villages de France. Le bourg est construit suivant un plan régulier de bastide. Les maisons du XVIIe, aux poutres fléchies par le temps, se serrent autour de l'unique rue. La création d'Ainhoa est intimement liée au pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Au début du XIIIe, les moines prémontrés créèrent plusieurs vicariats en labour, utilisés comme relais hospitaliers sur une route secondaire du pèlerinage. Ainhoa fut un de ces vicariats dépendant du monastère prémontré d'Urdasubi. Entre Ainhoa et Itsassu s'élève un massif original dont le sommet principal, le mont d'Arin, ou Aranomendi, la montagne de l'Aigle, 749 mètres, reconnaissable à sa couronne de rochers, prend appui sur de puissants contreforts. Le front rocheux du mont d'Arin, qui lui donne une silhouette si caractéristique, est constitué d'une roche assez proche du granit par sa composition. Le quartzite, avec sa couleur claire, bien reconnaissable.
Au sommet du mont d'Arin, on peut voir des vestiges de fortifications utilisant les murailles naturelles de la montagne. Au pied du mont d'Arin, le défilé du Pas de Roland a été creusé par les eaux froides de la Nive, trait d'union entre le Pays basque intérieur et la côte. Selon une légende, le sabot du cheval de Roland, neveu de Charlemagne, aurait fendu le rocher qui surplombe le torrent pour faciliter son passage, le Pas de Roland. En basque, cet endroit s'appelle Atekagaitz, qui signifie mauvais passage. En aval du Pas de Roland, Itsassu est le dernier village de notre traversée. Itsassu possède une église du XVIIe siècle. Son architecture rurale labourdine est en symbiose parfaite avec la nature environnante. Tout autour de l'église, les stèles discoïdales sont un témoignage de l'art funéraire basque. Au-delà d'Itsassu, les montagnes de Basse-Navarre et de Soule se profilent à l'horizon pour de prochaines nouvelles découvertes sur la montagne basque.